Le vivre ensemble, l'interculturalité, les conflits sous-jacents, voilà de quoi nous parlons avec nos deux invités qui veulent bien se prêter à cet exercice. Merci de les recevoir avec moi. Clarisse Zanguela, bonjour. Bonjour Lydie. Vous êtes journaliste à Hosanna TV et nous sommes avec monsieur Thierry Ngamien. Bonjour monsieur. Bonjour Lydie. Vous êtes enseignant. Alors la question de l'interculturalité, voilà la réalité de la France où vous vivez aujourd'hui. Les gens viennent de partout pratiquement, sauf qu'il y a des points, en tout cas, des points de désaccord, ou en tout cas les gens, chacun avec sa culture d'origine et ses a priori, ses idées reçues, ses craintes, parfois ses angoisses, ne fonctionnent pas nécessairement comme on voudrait s'y attendre. En avez-vous fait l'expérience, Clarisse ? Oui, bien évidemment. J'en ai fait l'expérience, mais pour parler de ma propre expérience, étant venue très jeune, ici même en France, avec mes parents, c'est une expérience que je n'ai pas vraiment ressentie comme étant un fardeau, comme un poids de la vie, puisque je me suis très bien intégrée, étant moi-même française de nationalité, je me sens aussi française d'origine. Mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui le vivent beaucoup plus mal, cette intégration, du fait de la culture, de la langue, enfin, voilà quoi. Est-ce que c'est simplement l'origine qui produit cela? Est-ce que des personnes appartenant à la même culture, quelle que soit la culture, n'auraient pas des points de divergence par ailleurs? Sociologiquement, puisque la sociologie c'est aussi votre matière. Non, sérieusement, est-ce que c'est parce qu'on est du même lieu, originaire du même lieu, qu'on pense de la même manière forcément? Bon, non, pas forcément, mais parce que vivre ensemble, ça demande quand même un peu d'intention, un peu je dirais un peu d'intention pour pouvoir permettre à chacun de se sentir mieux là où il se trouve. Et donc, pas forcément parce qu'on vient de la même origine, mais c'est qu'on a besoin de chercher à faire en sorte qu'on vive mieux ensemble. Alors, je voudrais rentrer dans les idées reçues, les clichés en tout cas. Dans la catégorie des conflits de l'interculturalité, on va peut-être décliner cela sous, non pas des rapports nord-sud, mais on va parler de l'Afrique lorsqu'elle vit, la diaspora africaine lorsqu'elle vit en Occident, hein, que ce soit en France ou partout ailleurs en Europe. La question de la ponctualité, par exemple. On donne un rendez-vous à 10h et voilà. Des fois, c'est un tout petit peu élastique. C'est parfois source de conflit parce que chacune des personnes se sent légitime, d'ailleurs, dans sa posture. Bah, moi, je me pose toujours la question, c'est vrai, je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de très ponctuel non plus, mais du moins, j'essaye et j'y travaille. Mais il est vrai que les Africains noirs, sont vraiment clichés là-dessus. Ils sont réputés pour être plus qu'en retard, en rendez-vous, plus que... Enfin, voilà, c'est... J'ai l'impression que c'est dans le sang. Ils sont pas réglés. Nous ne sommes pas réglés, je vais dire. Ils ne sont pas réglés. C'est dû peut-être à... Enfin, je ne saurais même pas vous répondre là-dessus, Lydie, parce que c'est dans le sang, quoi. Pour moi, c'est dans le sang. Alors, c'est un cliché d'après vous, monsieur, ou est-ce que c'est du réel? Cette question de ponctualité. Monsieur Dupont donne... c'est du réel, hein. Monsieur Dupont donne rendez-vous à 10h45 à monsieur, alors faisant une grosse caricature, à monsieur Mamadou. Et voilà que 45 minutes plus tard... Je pense qu'en général, ils le font entre eux. Entre eux. Quand vous donnez rendez-vous à un Africain, un Européen donne un rendez-vous à un Africain, l'Africain arrivera à l'heure. Parce que pour lui, c'est un rendez-vous qui est très important. Mais deux Africains entre eux, une demi-heure, 1 heure de retard, sans problème. Réaction? Oui, moi je pense aussi que la question du retard est une réalité. C'est du réel vraiment pour les Africains. Je ne sais pas si cela est dû au climat en Afrique. Là-bas en Afrique, c'est vrai qu'on est beaucoup en retard dans nos rendez-vous. Sur notre rendez-vous, on est beaucoup en retard. Mais ici, le problème, c'est que la plupart des Africains qui arrivent ici, ils ne sont souvent pas informés sur la vie
ici, les rendez-vous et tout ça. Et quand ils arrivent avec les habitudes africaines, ben, ça se reproduit sur place. Parce qu'ils se croient en Afrique, ils ne savent pas qu'ici les choses ne sont pas pareilles comme en Afrique. Bon. Mais enfin, tout de même, monsieur, en Afrique, quelqu'un qui veut demander un emploi, il a un rendez-vous, un entretien d'embauche, on lui dit de venir à 11h, il viendra à 11h, sinon il va manquer cette opportunité. Oui, mais il fera l'effort pour cette fois parce qu'il a besoin de quelque chose. Il faut vraiment avoir le couteau sous la gorge. Ben oui, parce qu'il a besoin de quelque chose cette fois, il sera en retard, mais quand il aura le boulot, tu verras que souvent, il ne va pas être en retard. Mais c'est le même qui, quand il est ici en Occident, même s'il a rendez-vous à 11h pour un travail, il peut parfaitement arriver en retard, mais pour d'autres raisons. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, la pression est la même, mais il va peut-être arriver en retard parce que, ma foi, il fonctionne ainsi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je regardais dernièrement, moi, une émission justement sur les recrutements faits en Afrique, et je me suis rendu compte que lors de l'émission, on évoquait que non seulement celui qui recherchait l'emploi, donc le chômeur, oui, était en retard, mais l'employeur, lui aussi, était en retard. Donc, en fait, ils se sont retrouvés dans leur retard. Allez comprendre. Alors, la question de la ponctualité, c'était juste une petite mise en bouche. Hein, mais au-delà de cet air léger, il y a de réels conflits sur la question de l'interculturalité. Les gens sont différents, ça n'est pas un jugement de valeur, il n'y en a pas qui soit mieux ou moins bien. Mais est-ce que la différence, est-ce qu'on ne peut pas dépasser la différence et vivre et mieux vivre ensemble et bien vivre ensemble, cependant ? Alors à mon avis, je pense qu'on peut dépasser la différence. Au-delà de notre culture, au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos origines, on peut. Mais c'est tout à chacun qui doit faire un effort. Tout à chacun doit pouvoir s'intégrer dans le pays dans lequel nous sommes. Il y a un minimum au niveau de l'intégration. On ne demande pas à un Français de devenir africain, on ne demande pas à un Africain de devenir français, mais il doit y avoir une plateforme de fait pour que chacun se retrouve et que l'intégration puisse réellement bien se faire. Sachant que l'interculturalité n'est pas que les Français et les Africains. Il y a d'autres populations en France, en Europe, il y a l'Asie et d'autres origines encore. Mais comment est-ce que le mieux vivre ensemble, vers qui faut-il aller? Faut-il converger tous vers un autrui qui est le franco-français, ou est-ce que chacun doit faire un tout petit bout de chemin vers tous les autres? Oui, je crois. Je crois qu'il faut aller... Puisque nous vivons en France, nous sommes en France, il faut donc se converger vers le modèle français. Et donc si je suis africain, je suis asiatique et tout, quand j'arrive en France, je dois faire l'effort de m'adapter à la culture française et d'aller vers le modèle français. Est-ce que la question, par exemple, de la montée du Front National aujourd'hui pour vous, c'est ancré en effet sur la question de l'immigration, mais est-ce que c'est juste pour faire peur? Est-ce que si ce problème-là était réglé, est-ce que s'il n'y avait plus cette dimension interculturelle en France, est-ce que, par exemple, hein, à vos avis respectifs, un parti comme le Front National pourrait continuer à avoir... comment dirais-je, un fonds de commerce pour des électeurs potentiels? Je pense, à mon avis, que ce parti Front National existe parce qu'il y a des personnes qui pensent Front National. Et comment dirais-je, s'il doit continuer à être alimenté, si j'ai bien compris votre question, s'il doit continuer à être alimenté, c'est par des personnes qui ne sont pas satisfaits du système. Et donc, ça reste une minorité quand même. Mais les personnes auxquelles on dit « Ah, c'est parce qu'il y a des étrangers ». En France, ici en France, vous êtes chez vous, madame, monsieur, les franco-français, il y a des étrangers venus de tout pays. S'il n'y avait pas ces étrangers, la situation serait bien meilleure pour vous. Il y a des personnes qui entendent ce propos. Ça reste des personnes extrémistes quand même, parce que... c'est pour ça qu'on parle de l'extrême droite. La France a besoin des étrangers. Les étrangers aussi ont besoin de la France. Tout comme on va dans un autre pays, on a toujours besoin de la main-d'œuvre étrangère. Donc je pense que les personnes qui pensent comme ça sont vraiment extrémistes et je ne pense pas que le jugement soit loyal, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, hein, monsieur, je reviens sur la dimension sociologique quand même, est-ce que la question de l'interculturalité, où que l'on soit,
on parle de la France, mais on peut parler même des pays en Afrique. On voit ce qui se passe. Hein. Je ne voudrais même pas parler de l'Afrique du Sud, par exemple, avec tout ce qu'il y a eu récemment. Est-ce que la question de l'interculturalité, sociologiquement, n'est pas prise en otage par la question économique, par exemple? C'est-à-dire que dès que le bien-être des uns et des autres n'est plus garanti, ça peut éclater. Si, ça c'est quand même une vérité, une grande vérité, parce que je crois bien que le Front national a existé depuis longtemps et ils ont continué à fonctionner de cette manière, mais nous voyons que ces dernières années, ils prennent de l'ampleur. Et tout se porte toujours sur l'économie, le travail et tout ça. Les Français pensent qu'ils n'ont pas assez de travail et c'est partout comme ça, même en Afrique du Sud, c'est pareil. Parce que je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les gens sont à la recherche des politiques qui ne sont pas quand même adaptées. On veut leur donner la possibilité parce qu'on prône que nous sommes des nationalistes, nous voulons notre pays pour nous-mêmes. C'est ça qui fait le problème en fait. Quel regard portez-vous sur la situation, l'explosion, les conflits en Afrique du Sud, là où les gens, parfois, il y a cette illusion largement répandue que quand on est du même continent, tout forcément ira très bien. Mais là, on a bien vu que c'est pas le monde des bisounours. Il y a ceux qui sont là, ils sont tous noirs, mais il y a noirs d'Afrique du Sud et noirs venus d'ailleurs. Quelle lecture avez-vous eu de cela? Moi, j'ai essayé de comprendre la question, surtout sur le point de l'Afrique du Sud, avec tous les confrères africains des autres pays qui arrivent et qui se confrontent à une telle situation. Nous savons que dans tous les pays du monde, tout le monde vole à la recherche du bien-être. En allant à la recherche du bien-être, on ne s'apprête pas à rencontrer une culture qui ne sera pas la nôtre. Nous allons pour chercher quand même le mieux vivre. Donc quand on arrive là-bas, bon, on rencontre un certain nombre de choses et on essaie quand même de faire l'effort, de subsister là, de rester là. Mais le problème de l'Afrique du Sud, c'est qu'à un certain moment, ils ont vu qu'ils sont beaucoup envahis par le reste du monde des pays africains. Donc du coup, ils pensent que s'ils ne font rien, finalement, ils ne vont pas être chez eux. Donc il faudrait maintenant commencer donc à se soulever. Parce que je crois qu'il y a des gens qui vont dans un autre pays d'Afrique avec des diplômes que les originaires n'en ont pas. Et donc, quand on cherche du boulot avec les diplômes que nous présentons, souvent, ils sont mieux recrutés que les autochtones. Et ça pose aussi d'énormes problèmes. Et je crois que c'est aussi le problème de l'Afrique du Sud. Alors, Clarisse, votre lecture de cette situation-là, est-ce que vous êtes dans la catégorie de « ah là là, comment est-ce que entre frères, on peut en arriver là » ou est-ce que vous restez lucide et vous dites « bon ». D'où que l'on soit, où que l'on aille, on peut très bien, malheureusement, se retrouver confronté à cela. Alors, un peu des deux. Premièrement, je me dis, Nelson Mandela, le pauvre, là où il est enterré, il doit se retourner dans sa tombe, à voir ça. Nous connaissons tous l'histoire de l'Afrique du Sud et on s'attend à tout, mais pas à ça. De voir des Noirs maltraiter d'autres Noirs, se battre pour une histoire, on va dire, économique. C'est vraiment déplorable de voir de telles situations. On connaît l'histoire de l'Afrique du Sud, je souligne bien ce point-là. Et lorsque nous voyons des Noirs maltraiter d'autres Noirs sous prétexte qu'ils prennent trop de place dans la société, trop de place dans l'économie, on se dit où va-t-on tout simplement? Et on se rend juste compte que c'est fait entre guillemets librement en Afrique du Sud. Donc on se dit aussi que le pays n'est peut-être pas sécurisé comme tel, parce que c'est des choses qui pourraient arriver ici en France, sauf que ayant des lois beaucoup plus strictes, on ne voit pas ce genre de choses dans les rues, c'est-à-dire des blancs tapant sur des noirs pour avoir pris leur poste, leur travail. Enfin voilà, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. Mais alors, ceci n'est-il pas révélateur quelque part de ce que
parce qu'il y avait quand même une espèce d'aperçu poétique, hein, l'Afrique du Sud, la terre-mère, tous les Africains s'aimeraient, s'embrasseraient sur la bouche. Et là, on trouve curieusement qu'il y a une réalité. Et la différenciation ne vient pas finalement de la couleur de peau, mais de la classe sociale, ou en tout cas de la précarité, comme on le disait tout à l'heure. Même sous d'autres cieux, quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et on n'est pas là à se faire des bisous en se disant « Ah, mon frère blanc, ah, mon frère noir ». Quand ça ne va, quand il y a une baguette et qu'il y a deux bouches, il faut bien choisir qu'est-ce qui va la manger. Oui, moi je pense toujours que c'est la situation économique, entre guillemets, qui envoie tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que le cas de l'Afrique du Sud est beaucoup frappant et beaucoup visible parce que c'est les Noirs entre les Noirs. Mais je crois même que les Noirs ailleurs, c'est toujours pareil. Quand on est noir, qu'on envahit un pays et, où les gens ont besoin du travail et tout le monde cherche du travail, ils n'en trouvent pas. Je crois que le même problème économiquement, le même problème se pose. Voilà, donc on est en Afrique du Sud, voilà, le problème à apparence est visible, mais même en France, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En France, on ne veut plus les étrangers, on ne veut plus voir d'autres personnes, mais pourquoi? Parce qu'ils se sentent envahis, submergés. Oui, au-delà même du fait qu'ils soient noirs, c'est vraiment, ils sont étrangers. Oui. Donc ils sont étrangers d'abord et noirs ensuite, voilà, en quelque sorte. Ensuite, voilà. Mais alors pourquoi tout le monde s'est ému de cela alors qu'il y a une réalité pourtant qui est pertinente? Il y a des étrangers, et comme vous le disiez, il y a des autochtones, il n'y a pas de travail pour tout le monde. Les uns ont l'impression que les autres leur arrachent leur travail. Cela, encore une fois, vient peut-être réveiller d'autres choses. On affectionne à parler de l'esclavage, ça et là, à y porter un regard parfois qui n'est pas tout à fait objectif, autant qu'on puisse être objectif sur la question de l'esclavage. Mais voilà quelque chose qui révèle que le vivre ensemble n'est pas la chose la mieux partagée, d'où que l'on soit finalement et où que l'on soit. Je pense pour ma part que c'est on reprend l'Afrique du Sud, que ce sont des faits qui ont toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est mis sous notre nez, dans nos écrans télé. Aujourd'hui, tout le monde est conscientisé, mais ce sont des faits qui ont toujours existé, non seulement en Afrique du Sud, mais dans d'autres pays, que ce soit d'Afrique ou d'Occident. On va prendre le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, où on a entendu beaucoup parler de l'ivoirité. C'était une considération politique à un moment. Quel regard avez-vous porté, vous, dessus, sociologiquement, encore une fois? Moi, je pense que l'ivoirité, en fait, n'est pas un problème, un véritable problème pour la Côte d'Ivoire. C'est comme on peut dire les Franciliens, les Français, c'est pas... Mais c'est les politiques qui ont essayé d'utiliser cela pour en faire autre chose. Sinon, parler d'ivoirité, c'est affirmer son originalité, c'est affirmer, dire que je suis ivoirien, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas une volonté d'exclure celui qui ne pourrait pas faire valoir cela à 200%? Non, ça c'est les politiques qui le font. Mais les politiques, s'ils le font, n'est-ce pas parce que cela répond, cela fait écho quelque part à ce que les citoyens, eux aussi, ont au fond d'eux-mêmes? Non, moi je pense pas qu'ils le font pour exclure d'autres personnes. Les Ivoiriens ne le font pas pour exclure d'autres personnes. Mais le politique utilise ça comme un slogan de campagne. Ils veulent faire croire au monde que c'est lui seul qui peut réunir et les étrangers et les Ivoiriens ensemble. Donc l'ivoirité, ce n'est pas un bon concept, ce n'est pas quelque chose de bon. Il faut éliminer cela, mais il y a toujours un Ivoirien, il y a toujours un Malien, il y a toujours un Burkinabé. Mais on a toujours vécu ensemble pendant que nous sommes Ivoiriens, pendant que d'autres sont Burkinabés, pendant que d'autres sont Maliens, on vit toujours ensemble. Je suis en France, je suis Ivoirien. Le Français, il est Français. Mais je ne veux pas, parce qu'il est Français et que moi je suis Ivoirien, je dis, bon, je vis chez toi, tu n'as pas le droit de dire que tu es Français. Je ne comprends pas ce problème qui
que les gens veulent utiliser pour embraser la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les politiques, monsieur, est-ce que les politiques peuvent sortir comme cela, comme un lapin d'un chapeau, surfer sur une vague si elle ne répond pas encore une fois aux aspirations quand même ethniques, par exemple, en disant vous êtes du Nord, les autres sont du Sud, si un tel président est élu, il est de notre village, ou alors il est... Voilà, la question partisane parfois se décline comme cela, et là où on ne voudrait pas, en tout cas, la voir venir, l'interculturalité devient un véritable problème. On le voit, on parlait là de la Côte d'Ivoire, mais on le voit rien que dans mon pays d'origine, le Congo par exemple, ayant un président qui n'est pas congolais, c'est tout un noyau de conflits justement. Donc quand on dit, vous disiez tout à l'heure, le fait d'avoir des personnes qui revendiquent leurs origines et de ce fait de ne pas vouloir que les autres viennent occuper des postes, si j'ai bien compris, des postes importants, clés dans ce même pays, je pense que c'est un peu partout comme ça. On le voit ici en France, revenons en France, on le voit ici. J'ai passé plusieurs fois, moi, des entretiens dans différentes entreprises à compétences égales. On va prendre un Français, de souche français. Mais qu'est-ce qui vous laisse penser que c'est pour cette raison-là qu'on préfère telle candidature à la vôtre? Il y a aussi le cliché, il y a... Mais le cliché n'est-il pas dans la tête, dans votre tête, pardonnez-moi, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'attester que votre candidature n'a pas été reçue parce que vous n'êtes pas franco-française? Alors, je ne prends pas mon cas, moi, particulier, parce que je n'ai pas eu, moi, à subir, entre guillemets, ça. Je n'ai pas vraiment ressenti, moi. Mais pour ceux qui veulent faire valoir cela, comment peuvent-ils attester de ce que leur candidature n'a pas été retenue? Peut-être qu'ils sont arrivés en retard, comme on le disait tout à l'heure. Ça commence par là parfois. Non, pas forcément. Peut-être qu'ils ont essayé de postuler à plusieurs endroits et ils n'ont pas été retenus. Par exemple. Il y a aussi ce problème, il faut le dire, il y a aussi ce problème de racisme primaire. On le voit, il ne faut pas se voiler la face. Mais le racisme, que devient, on a parlé longuement de l'Afrique du Sud, que devient la question du racisme quand les gens sont de la même race? Eh oui. On va dire étranger. Que faut-il épingler là? Quand il y a des blancs et des noirs et d'autres origines, on veut bien parler du racisme, mais quand entre blancs ou entre noirs, que peut-on faire valoir? C'est aussi une forme de racisme. Je le vois moi-même dans mon pays d'origine. Oui. Vous avez plusieurs ethnies et on va privilégier une personne de son ethnie. C'est toujours une forme de racisme. Mais est-ce que la préférence est du racisme? Est-ce que la préférence de l'un est le rejet de l'autre? Je dis une forme, pas un racisme même, mais ça reste une forme. On préférera avoir son frère qui parle la même langue que lui, qui a les mêmes coutumes que lui, plutôt que d'avoir un étranger. L'étranger fait peur. L'étranger fait... Autrui, en fait, c'est le rejet d'autrui. Le rejet d'autrui. Qui se ressemble, s'assemble, les gens veulent être entre eux et ne pas aller vers ceux qui sont différents. Et on le voit dans beaucoup de domaines. On le voit même dans les églises. Prenons l'exemple des églises. Très communautaires, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est un peu différent des autres, bien qu'il soit chrétien, ayant la même croyance, eh bien tout de suite il est un peu mis de côté, quoi. Ou à l'inverse, est-ce qu'un lieu de culte, puisque vous en parlez, est-ce qu'un lieu de culte, parce qu'on vient de toutes les nations possibles et imaginables, est forcément fédérateur? Dans le fond, n'y a-t-il pas des groupuscules qui se forment, les un tel se mettent entre eux, et les un tel autre entre eux encore, et les un tel autre encore, les gens... On parle de communautarisme, voilà, le mot est sorti. Est-ce que l'interculturalité, est-ce que le médicament, la solution à l'interculturalité qu'auraient trouvé les uns les autres, ce serait l'excès inverse, le communautarisme? Peut-être. Peut-être. Alors, on va finir sur un point quand même. On va parler de ce qui se passe dans les banlieues en France. La question de l'immigration, on voit bien qu'il y a des communautés. Hein, là. Les gens se retrouvent parce qu'on ne choisit pas forcément l'endroit où on va aller habiter, parce qu'on prend bien le logement qu'on a pu obtenir. Et il y a ce découpage qui fait que, on va voir, des pays à Montreuil, c'est le Mali, dans le 13e arrondissement, c'est l'Asie, et d'autres exemples encore. Et l'interculturalité dans tout cela? Je donne d'abord un exemple par rapport au logement, comme vous l'avez souligné. Si je suis malien, que je suis allé à Montreuil, j'ai trouvé que le loyer là-bas est moins cher, j'ai trouvé qu'on peut facilement loger quelqu'un, mais moi j'informe quelqu'un dans ma communauté qui en a besoin. Et ainsi de suite,
on va constituer un village malien à Montreuil. Et donc, en ce moment-là, c'est peut-être indépendamment de ma volonté, mais au finish, je vais faire quelque chose que peut-être je n'y avais pas pensé parce que je voulais aider quelqu'un. Je l'aide à avoir un logement. Lui aussi, à son tour, il trouve quelqu'un. Il dit, ah, à Montreuil, ça se passe bien, tu peux venir, tu peux avoir ta maison. Et ainsi de suite, on se retrouve en communauté, on forme un village. Mais cependant, ce n'est pas volontairement que je l'ai voulu, mais à la fin, ça devient comme quelque chose de volontaire. Parce qu'on est tous là. Institutionnellement, cela n'est-il pas organisé? Parce que si, comme vous prenez l'exemple que vous avez évoqué, je suis malien, j'ai moins de difficultés à pouvoir trouver un logement dans tel quartier que dans tel autre beau quartier que je ciblais pourtant aussi. N'y a-t-il pas là un non-vivre ensemble institutionnellement organisé? Non, comme vous le dites, institutionnellement, je pense que c'est vraiment organisé. C'est aussi une histoire de choix. Aujourd'hui, les gens préfèrent la facilité. Si je suis malien et qu'on me dit il y a un quartier où les Maliens sont favorisés et que j'y vais, c'est aussi une histoire de mentalité. Pour ma part, je ne procède pas de la sorte. Non, mais si vous avez vraiment besoin d'un logement, vous n'allez pas être regardante à ceci, à cela. Vous allez avoir votre logement et puis c'est tout, tant pis pour ce qu'il y a autour finalement. Ça dépend de qui, moi non. Je sais. Vous préférez aller sous les ponts et attendre vraiment je préfère aller bien quelque part plutôt que ne pas du tout. Oui, non, mais aller bien quelque part si vous avez la latitude d'être bien en attendant, mais s'il y a une urgence, il y a les enfants et tout. Oui, après s'il y a une urgence, je dis pas, mais c'est vrai que c'est une histoire de mentalité aussi. Les gens aiment se retrouver en communauté, ça, faut le dire, c'est vrai. Voilà donc quelques points, on ne les a pas tous abordés, des conflits de l'interculturalité. Je reste sur ce que vous avez dit au Congo, le président, vous parliez de la République démocratique du Congo, le président Kabila donc n'est pas congolais, qu'est-il donc? Il est malien peut-être. Il est malien peut-être. Et en France, Sarkozy, venu de la Hongrie, était tout franco-français, considéré comme tel, et personne ne s'en est ému. Pourquoi à certains endroits ça coince et à d'autres ça a l'air de passer comme une lettre à la poste? Voilà la mentalité. Mentalité. Bon, peut-être que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aussi alors. Tout à fait. Merci d'être venu et très bonne continuation à demain. Merci.